Aujourd'hui, nous accueillons un invité d'exception, Laurent Schmitz. Parti de rien, il est à la tête d'un véritable empire immobilier. Écolier modeste, l'école n'était pourtant pas sa grande fierté. Mais l'intelligence et la ruse lui ont permis de déjouer toutes les probabilités. Son succès, c'est une revanche sur la vie, une victoire éclatante sur tous ceux qui ont douté de lui. Désormais, il partage son histoire et son expérience au plus grand nombre. Ses formations sont des tremplins vers l'indépendance pour apprendre à investir intelligemment et avec clairvoyance. Préparez-vous à découvrir le parcours incroyable de Laurent Schmitz et à déguster le meilleur milkshake de votre vie. Bonjour Laurent, je suis ravi de te recevoir dans cet épisode du milkshake. Merci Maxime. Pour un podcast qui parle d'entrepreneuriat, tu étais la personne parfaite que je devais absolument inviter. Et surtout parce que je pense que de tous les invités que j'ai reçus jusqu'à aujourd'hui, la phrase qui dit vraiment « partir de rien et réussir » est celle qui, je pense, te caractérise le mieux et celle que tu représentes le mieux aujourd'hui. Ouais, probablement. J'espère en tout cas. Parce que voilà, aujourd'hui, ton parcours, c'est un parcours entrepreneurial dans l'immobilier. Alors, on ne parle pas d'un parcours entrepreneurial plutôt classique dans une entreprise, plutôt ton entreprise à toi qui est l'immobilier. Et aujourd'hui, si je dis aux gens que tu as acquis plus d'une centaine de biens, la première réaction qu'ils vont être, c'est il a eu un héritage, il a de la chance. Il a de la chance, c'est ce qui arrive le plus souvent. Il a de la chance, il a des facilités, il a sans doute fait une grande école. Bref, tous des préjugés qui en fait sont absolument pas vrais. Et c'est pour ça que je voulais absolument t'inviter aujourd'hui, surtout que tu as aussi écrit un livre sur ta vie qui est hyper intéressante et tu as un parcours totalement atypique. Et on va commencer par ça. On va commencer par les débuts, l'école, parce que ça explique aussi, je pense, beaucoup de choses de l'homme que tu es devenu et en tout cas du parcours que tu as accompli. J'ai l'impression que ton livre, c'est une revanche sur la vie, vraiment, qui caractérise énormément. Et la première chose par laquelle on passe, c'est ton enfance et l'école avec laquelle tu as eu vraiment une relation, on peut dire, conflictuelle. Permanente. Ça, c'est clair. Dès que j'ai commencé l'école, le schéma un peu classique d'être le bon élève, d'écouter, de faire ses devoirs, pour des choses des fois qui me semblaient insensées. Ça a été très compliqué d'être face chaque fois à l'autorité qui dit « il faut le faire ». Et quand je demandais le pourquoi ou du comment, c'est parce que. Et c'est clair que l'école, ça n'a jamais été mon ami. Alors pour répondre à une des questions, j'ai pas de diplôme, justement. Il n'y a rien qui a été fait là-dedans. L'école n'a jamais été fait pour moi. Je dis pas que c'est fait pour personne, mais en tout cas, c'est pas ça qui a fait ce que je suis, je pense, aujourd'hui. Par contre, je pense que l'enseignement, d'une façon plus générale, a plutôt tendance à former des gens qui veulent avoir une vie métro, boulot, dodo. Mais moi, j'ai très, très vite compris que c'était plutôt le milieu de l'entrepreneuriat qui allait me parler. Et donc, l'école, là, effectivement, à l'heure actuelle, à mon sens, c'est pas ça, quoi. Tu as écrit un livre qui s'appelle « L'école ne forme pas les millionnaires ». J'irais même plus « L'école ne forme pas les entrepreneurs ». Exact. Ça te semble juste? Ça aurait pu être le titre du livre aussi, oui. Est-ce que tu penses que cette relation conflictuelle avec l'école aussi, c'est parce que on pourrait dire non, c'est un mauvais élève, il avait juste pas envie d'étudier, mais est-ce que c'est juste tu rentrais pas dans le moule en fait? C'était pas quelque chose qui était fait pour toi, la manière dont l'école voulait te faire un bon petit profil bien rangé, ça matchait pas avec toi? Non, et j'étais pas forcément un mauvais élève. J'avais pas que des mauvais points. Il y a des cours dans lesquels j'étais meilleur que d'autres. J'étais très bon en gym, tu vois. non, mais il y a des cours vraiment où ça allait, donc j'étais vraiment pas un mauvais élève. C'est juste qu'effectivement, le canevas, voilà, tu vas écouter, on va t'apprendre des choses parce qu'on doit te les enseigner. Ouais, ça matchait pas, ça allait pas trop. Moi, je voulais apprendre tout ce qui se passait par rapport au monde. Très jeune, j'ai commencé à faire du business et on m'a empêché d'en faire. Et maintenant, avec le recul, je dis, mais pourquoi est-ce qu'on m'a pas plutôt accompagné à le faire mieux plutôt que de me dire que je pouvais pas faire... Voilà, je parle justement dans mon livre à un moment que j'étais en internat, je vendais des Twix, des Mars et tout ça. Passage extraordinaire, tu as développé un business de l'internat, je trouve ça génial. Ouais. Ben non, le corps enseignant a dit que ça ne se faisait pas, que c'était illégal parce que je faisais de la concurrence à l'internat. Avec le recul, mais ils auraient dû m'encourager, en fait. Ben, c'est bien, alors sauf que tu ne peux pas le faire parce que le règlement l'interdit, quoique dans le règlement, il n'était pas interdit. Mais oui, on n'a pas valorisé cette prise de position, cet engagement à créer une petite entreprise à un jeune gamin qui avait 14-15 ans. Au contraire, il a dit que c'était pas bien, que c'était mal. Et heureusement que je ne suis pas resté dans cette idée-là, sinon je n'aurais peut-être jamais lancé d'entreprise. Ce côté déjà entrepreneurial très jeune, de vouloir développer un business, ça te venait d'où? C'est quelque chose, tu penses, qui est inné ou tu l'as vu chez quelqu'un? Et c'est quand même drôle de dire que tous les enfants sont presque identiques, ils sont tous dans la même école et il y en a un qui va se démarquer par ça.
Et il y a bien quelque chose qui a été un déclencheur pour que tu as envie de générer peut-être plus que d'autres, déjà très jeune, du business. Il y a quelque chose, tu penses, qui a déclenché? Alors moi, j'ai toujours vu mon père marchander. Ouais. De là à dire que... donc mon père était salarié, il n'a jamais été indépendant, il avait une activité complémentaire, mais rien de très lucratif. Moi, j'ai appris très tôt que si je voulais m'acheter des choses, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. C'est pas forcément mes parents qui allaient travailler pour moi. Et donc, inévitablement, j'avais envie d'acheter des cochonneries, des chics, des bonbons, plein de trucs. Je m'étais dit, OK, moi, je vais faire de l'argent pour pouvoir acheter ça, parce que mes parents ne roulaient pas sur l'or. Et on m'a dit, voilà, on ne peut pas s'acheter. Si tu veux quelque chose, il faut de l'argent, on n'a pas d'argent. Et ça me frustrait plus jeune, de me dire, comment ça se fait qu'on ne peut pas acheter tout ce qu'on veut? Alors, heureusement, maintenant, j'ai la notion de l'argent. Mais je trouve ça frustrant que mes parents disent, non, on va partir une fois en vacances par an et ce sera peut-être un week-end là-bas ou une semaine. Alors que je dis, non, on a tous les week-ends. Pourquoi est-ce qu'on part pas tous les week-ends? Parce que tous les week-ends, on est en vacances. Finalement, raisonnement logique pour un enfant. Oui, pour moi, ça me semblait logique. Je veux quelque chose. Pour l'avoir, il faut travailler. Ça me dérange pas. Donc, je vais créer une entreprise. Et, à l'époque, je n'avais pas conscience que c'était une entreprise. C'est plutôt, je vais créer quelque chose, ramasser, apporter une certaine créativité pour derrière que ça me rapporte un peu d'argent, quoi. Tes parents, ils voyaient comment, déjà très jeune, cette volonté d'entreprendre et puis ces difficultés finalement de rentrer dans le moule scolaire? Souvent, on a des parents justement qui vont mettre beaucoup de pression pour qu'on rentre dans ce moule-là. Ça s'est passé comment pour toi? Alors mes parents, ils ont compris que je n'étais pas une mauvaise personne très très tôt, parce que j'ai 2 frères qui eux par contre étaient vraiment premiers de classe. Ils ont tout réussi du début à la fin, n'ont jamais doublé, n'ont jamais été virés de l'école. Ils ont toujours eu des très bons points. Ils ont vu qu'ils n'avaient pas raté entre guillemets mon éducation, parce que sinon on serait tous les trois à être des cancres et à ne pas réussir ces études. Je pense qu'ils ont directement compris que j'étais un enfant peut-être un peu différent, que l'autorité c'était pas mon truc. J'ai très rarement été réprimandé par mes parents, donc j'ai déjà été engueulé, j'ai été puni et tout ça, mais ils m'ont jamais dit que ce que je faisais était mal. Quand mon père a appris que l'internat m'interdisait de vendre, il dit mais pourquoi? Lui aussi, il disait c'était une bonne idée ce qu'il mettait en place. D'ailleurs, c'est lui-même qui venait avec moi acheter des grosses boîtes de Mars pour pouvoir les acheter par 50 pour les payer beaucoup moins cher. Donc, il trouvait l'idée super chouette. Ça me permettait de m'acheter des fringues, faire des trucs. Donc, il trouvait ça cool que je sois si jeune, assez autonome et que j'arrête de lui gratter de l'argent. Parce que si je voulais quelque chose, je faisais un petit peu de travail et derrière, j'avais de l'argent. Et donc, je sais que quand on allait aux réunions de parents, les profs n'étaient pas toujours très, très sympathiques avec mes parents. Ah, Laurent a encore fait ceci, Laurent a encore fait cela. Et des fois, ça se justifiait, mais des fois, ça ne se justifiait pas du tout. Il n'a pas fait sa copie, il n'a pas fait ses devoirs, mais par contre, au contrôle, j'ai réussi. Et donc, mes parents ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on s'acharnait sur le fait que je n'avais pas fait mes devoirs, alors que j'avais quand même mes points sur mes contrôles, et finalement, c'est ce qui comptait. Et à mes yeux, je pense qu'encore une fois, je suis très pragmatique dans ma vie. Pourquoi je m'ennuie à faire des devoirs si je comprends la matière, si derrière, j'aurais quand même les bons points? Et là, je sais qu'avec le corps enseignant, non, c'est parce que tu dois le faire qu'on veut que tu le fasses, alors qu'in fine, j'avais quand même mes points. Donc, tu avais du mal en fait à faire des choses juste parce qu'elles devaient être faites. En fait. C'est ça, parce qu'on les a posées sans... Voilà. Si on me disait, tu dois faire tes devoirs pour apprendre et maîtriser la matière, ok, mais si je la maîtrise et quand je fais des contrôles, je les fais bien, pourquoi tu m'imposes ce choix? Laisse-moi les jouer, quoi. Si je suis mauvais à l'école, alors là derrière, effectivement, j'ai eu des rattrapages par exemple en français, j'étais très mauvais. Elle, effectivement, on m'a dicté, ma mère était la première à dire non. Elle dictait, on va apprendre chacun des mots et tu vas être très bon et on va le faire. Par contre, les mathématiques où j'étais meilleur, alors là, effectivement, elle était beaucoup moins derrière moi, quoi. Tu finis pas tes études, du coup? Si, alors, un peu à galère. J'ai fini mes secondaires à 21 ans. Donc, c'est un peu long. T'as pris ton temps? On va dire ça, j'ai pris mon temps. Oui, j'ai été viré plusieurs fois. Alors, paradoxalement, j'ai jamais doublé. J'ai doublé parce que j'étais viré d'une école et donc finalement, j'ai jamais doublé que par mes points. Et donc, j'ai fait que des études professionnelles que j'ai fini à 21 ans. Donc, je fais une 7e pour pouvoir avoir une gestion. Et parce qu'à l'époque, dans mon école, si on voulait le CESS, c'était avec la gestion, c'était les deux ou rien. Donc, si tu arrêtais en 6e, tu n'avais ni la gestion ni le CESS. Et je savais, ça, c'est mes parents vraiment qui me l'avaient inculqué. Sans CESS, tu n'as aucun diplôme. Tu vas travailler avec des jobs un peu de misère et tout ça. Et comme j'avais quand même une envie de réussir financièrement, économiquement, parlant et tout ça, je me suis dit que si je n'ai pas mon CESS, mes parents ont probablement raison. Il faut absolument que je fasse cette 7e. Puis 20 ans, 21 ans, on va faire cette 7e année que j'ai très bien réussi. J'ai eu le meilleur TFE de l'école qui était justement sur la création d'entreprise parce que j'avais des études dans la vente. Et après ça, j'ai eu un regain d'énergie. Je me dis, allez,
maintenant que j'ai eu un très bon TFE, je vais pouvoir faire des hautes études. Donc là, je me suis inscrit dans un premier temps en commerce extérieur, parce que j'adore voyager. Et je me dis, c'est bien, je vais pouvoir travailler et voyager. Sauf que non, ça n'a pas du tout. J'ai réussi aucun examen, je ne comprenais absolument rien. Ouais. Juste pas grave, je passais en marketing. Pareil, j'adorais la partie un peu technique et pratique, mais par contre, la partie les langues et tout ça, j'étais complètement largué. Quand j'ai quitté l'école en professionnel, je savais juste dire hello, my name is, tu vois. En anglais, quand tu fais du commerce extérieur ou du marketing, c'est il limité. faut quand même level au-dessus. Ouais. Où la prof ne parlait qu'en anglais, j'étais là, là, il y a un truc, ça va pas le faire. Et donc, je me dis, OK, je vais arrêter les études. Je lance une première entreprise à début de 22 ans, qui n'était pas très florissant. J'étais considéré encore comme étudiant entrepreneur, parce que j'avais arrêté mes études, mais j'avais toujours le statut d'étudiant. J'ai quitté vers fin janvier. Et voilà, j'ai commencé une petite entreprise comme ça, qui n'était pas très rentable. Et donc, je me suis lancé également comme indépendant quelques mois plus tard dans les assurances, genre des assurances quasiment porte-à-porte au téléphone. Okay. Et j'ai fait ça après pendant 3 ans. J'ai très, très bien réussi. J'ai gagné énormément d'argent et j'ai eu cette conscience de ne pas le dépenser, contrairement à certains de mes collègues. Et tout l'argent que je gagnais, ça allait dans l'investissement immobilier, tout le temps. J'étais très frugaliste. Je dépensais très, très peu d'argent. Quand je sortais en boîte, l'alcool, j'en buvais quasiment pas, sauf si c'était la bouteille d'un ami et je demandais si je pouvais prendre un verre ou l'autre. C'était cher, c'est ça? C'était hors de prix. C'était super cher, à mon sens. C'était super cher. Je n'ai pas toujours été très attiré par la marque, heureusement. Donc, j'ai jamais eu de ceinture Gucci. À l'époque, j'avais pas énormément de marques sur moi. J'avais pas le dernier iPhone à la mode. Souvent, j'étais un peu la risée de mes potes parce que je m'habillais pas très bien. Des fois, je récupérais les vêtements de mon grand frère. Et à l'époque, ça me dérangeait pas. Je m'en fous. Je suis mal habillé. Très heureux. Je suis en bonne santé. Ça me va. Et grâce à justement ce côté un peu frugaliste, de savoir mettre de l'argent de côté et l'investir en tout cas, ça me permet aujourd'hui que si je veux m'acheter une ceinture Gucci, je peux en acheter 10. Je ne sais même pas combien ça coûte, mais je pourrais en acheter 10. Mais, donc oui, ça a été vraiment une petite évolution malgré le fait que j'ai gagné beaucoup, beaucoup d'argent quand j'étais jeune indépendant. Immobilier, tu commences quand même super tôt. À quel âge tu achètes ton premier bien? Mon premier bien, je l'ai acheté à 21 ans. J'ai passé les actes, j'avais 22 de mémoire. C'est en 2013. Et là aussi, jeune indépendant full-time. Donc là, je n'étais plus en statut d'auto-entrepreneur, étudiant-entrepreneur, qui s'est arrêté vers septembre. Et j'ai acheté en novembre. Et j'ai passé les actes. Ça a traîné un peu l'année qui a suivi en mai. Et là, il n'y a aucune banque qui veut m'octroyer un crédit parce que je n'ai pas de fonds propres. Très, très peu d'argent de côté. Ça fait que 3 mois que je suis indépendant dans ce bazar où je gagne beaucoup d'argent. Mais beaucoup d'argent, sur 3 mois, ce n'est pas une énorme somme d'argent non plus. Je parle de 4-5 000 euros, ce n'est pas beaucoup. Et après, il y a quand même une banque qui me dit « OK, on vous suit ». Parce que j'avais menti sur le montant de mes fonds propres. J'avais fait croire que j'avais le double. Et gars, pas de problème, on vous suit. Ce que je n'avais pas. Et donc, j'ai travaillé encore plus. Et c'est là aussi où je me suis dit, si je travaille plus, je gagne plus. Donc, finalement, je suis payé à ma juste valeur. Et je trouvais ça génial. Si je faisais rien de bon, je n'avais pas beaucoup d'argent. Par contre, si je travaillais super bien et je faisais plus de 60 heures semaine, alors là, je vais gagner énormément d'argent. C'est quelque chose qui ressort aussi beaucoup dans ton livre. Tu es un bosseur. Oui. Tu as énormément bossé. Genre, tu enchaînais tous les tafs, tu bossais et tu disais même, je prenais ce qu'il y avait à prendre. Tout. J'y allais comme un malade. J'ai épluché des patates pendant 1 an et demi dans une friterie. Derrière, là, sur mon petit tabouret, épluché des patates. J'ai fait plein de jobs. T'as jamais été feignant, parce qu'on pourrait dire avec l'école qu'en fait, t'avais juste pas envie, t'étais fainéant. En fait, quand on regarde tout ce que tu as fait, tous les jobs, quoi. J'ai même fait personnage dans un parc d'attractions. J'ai adoré, un des meilleurs jobs de ma vie. En tant qu'étudiant, un des plus fatigants aussi, mais c'était génial parce que voilà, il y avait une place qui s'était libérée. Un ami m'a dit, ça t'intéresse? Je dis, go, allez, j'y vais. Et j'ai vraiment fait plein de trucs. Tout ce qu'on me proposait, qui était rémunéré ou je me faisais pas avoir, je le faisais. Je me suis même fait avoir par une ASBL qui m'a fait vendre des bougies en porte-à-porte. Donc, un travail vraiment un peu agréable, très difficile. Vraiment tout, et j'ai vendu plein de bougies et j'ai appris d'ailleurs que c'était un escroc qui gérait ça. Et je me dis, merde, moi j'étais sûr que cet argent allait aux handicapés, que dalle. Mais j'ai même fait ça, du porte-à-porte où tu as 25 portes qui t'arrivent sur la tronche avant qu'une vieille dame dise, est-ce que vous voulez un petit verre d'eau et qui finalement t'achète une bougie à 5 €. J'ai fait de tout, La persévérance. Exact. Ça, c'est dingue. À 21 ans, tu achètes ton premier bien. Comment tu sais que l'immobilier, c'est un bon plan à ce moment-là? Parce que 21 ans, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui font ce que tu as fait. Je ne savais pas non plus que c'était un bon plan. Moi, je voulais juste avoir un peu une revanche sur la vie, de me dire, j'ai acheté un premier bien. Enfin, déjà, tout autour de moi, les gens disaient, ah oui, il y a ton cousin qui a acheté une maison. Ah, c'est génial. J'avais l'impression, plus jeune, et c'est encore le cas dans beaucoup de familles maintenant, que le fait d'acheter un bien immobilier... C'est la réussite? C'est une réussite.
C'est comme acheter une belle grosse BM. C'est qu'il a un bon job qui paye bien, alors que ça veut absolument rien dire. Il a peut-être fait à crédit. Et le fait d'acheter un bien immobilier, je voyais, dans mon entourage, il a acheté avant ses 30 ans. Et donc, dans ma tête, depuis mes 20 ans, je me dis, dès que je peux, je vais acheter un bien immobilier. Parce que comme ça, moi aussi, je vais prouver que je peux faire quelque chose. Dans mon entourage, c'était de la bienveillance. Laurent, c'est pas possible, on n'a pas les moyens, t'as pas de CDI depuis 5 ans, ça n'ira jamais. Et donc, je me suis dit, OK, je vais acheter un premier bien dans le but de prouver que je l'ai fait avant 30 ans. Ça arrivait très tôt, à 22 ans. Et là, par contre, il y a un truc qui m'a un peu sauté aux yeux assez rapidement, c'est que le bien que j'achète est toujours loué. Dans un premier temps, je dis, je vais virer la locataire, peut-être faire quelques travaux. Puis j'ai mis, c'est quand même bizarre, je sais plus le montant exact, mais j'avais un crédit qui était genre 200 € moins cher que le loyer. Et j'ai dit, attends. La banque me finance, je dois apporter quelques milliers d'euros pour les travaux, pour les frais de notaire, pardon. Et grâce à ça, je vais quand même gagner de l'argent, 200 € par mois. Moi qui veux un salaire de 2000 € par mois, si je fais 200 fois 10, c'est ça, il faut combien? Je dis, je vais faire ça 10 fois. Et donc là, je lance un pari un peu fou à moi-même, parce que personne ne m'a mis au défi, de me dire, je vais acheter 10 maisons avant mes 30 ans. Mes parents, encore une fois, non, Laurent, c'est pas possible. Déjà, t'as acheté une petite parce qu'elle était pas chère, en tout de 100 000 €. Là, t'es jeune indépendant, ça marchera jamais. Effectivement, il m'a fallu 2 ans pour acheter une deuxième. Et puis, je me dis, allez, go, c'est parti, quoi. Donc, je m'étais donné le challenge à moi-même d'acheter 10 maisons avant 30 ans. Et je le criais sur tous les toits. Tous ceux qui me voyaient, quoi, ça marche, ta maison, tes travaux. Je dis, oui, mais je vais en acheter 10, mec. 10 avant mes 30 ans. Et je vois des gens qui disaient, oui, tu vas y arriver. Il est dans le déni, le petit là. Carrément. Et personne n'y croyait. Ouais. Personne. Et en même temps, c'est compréhensible parce que dans mon entourage, ça ne s'était jamais fait. J'ai personne de l'immobilier autour de moi, j'ai personne qui est dans l'immobilier. Et dans mes potes, ils achetaient la dernière BM à la mode. Ils avaient des vêtements, de marque. Effectivement, acheter de l'immobilier, pourquoi est-ce qu'il fait ça, quoi? Il perd son temps. Socialement, quand on est à fond à cet âge-là dans l'immobilier, tu consacres tes semaines, tes week-ends, tu n'achètes pas des vêtements de marque, tu gardes des amis autour de toi qui sont en phase, tu as des discussions avec eux parce que tu es tellement dans un autre monde, dans une autre dimension, c'est quand même difficile de partager encore des choses ou même de trouver des gens qui te comprennent à ton âge. Ça se passait comment à ce niveau-là? Au niveau immobilier, j'avais personne. Donc, j'avais aucun ami qui comprenait ce que je faisais. Aucun. Par contre, comme j'étais comme un fêtard, j'adore faire la fête. Ça s'entend peut-être encore un peu, je fais la fête ce week-end. Mais j'ai toujours gardé un peu un groupe de potes de soirée, mais qui comprennent pas forcément ce que je faisais. Tu parlais pas vraiment de ça avec eux alors? Non. Ou alors, oui, ok, là, qu'est-ce que tu as encore fait? Tu t'es blessé? Oui, je me suis coupé avec une disqueuse. Tu fais encore des travaux? Ça fait 8 mois que je fais des travaux. On se voit peut-être 2 fois par mois, mais ça fait 8 mois que je suis sur mon chantier tous les soirs, certains week-ends. Et il y a encore 3 heures, j'étais sur mon chantier à salopette pendant que toi, tu étais peut-être en train de te la couler douce et te reposer avant de sortir. Donc, socialement, c'était un peu compliqué de pouvoir en parler parce que, dès que je leur parlais de ce projet, d'avoir 10 maisons, ils disaient tu n'y arriveras jamais. Il n'y a personne qui m'élevait là-dedans. Ok, j'ai dit, c'est pas grave, alors je suis avec eux pour faire la fête. Je vais faire la fête. De mon côté, ça me permettait aussi d'oublier certains soucis. Les devis d'entrepreneurs qui explosaient, les problèmes, je sais pas, je pensais faire le travail en 2 heures, il m'a fallu 3 semaines. Donc, ça me permettait d'être aussi un peu un échappatoire. Et ça fait que, je veux dire, il y a 4-5 ans que j'ai vraiment des amis avec qui je partage ça parce qu'eux-mêmes se sont intéressés à l'immobilier, ou même encore mieux, des gens à qui je suis devenu ami grâce à l'immobilier. Donc, l'immobilier m'a aussi apporté de très, très belles rencontres et des gens qui faisaient que sortir avant et qui n'avaient aucun but dans la vie à part se bourrer, se saouler et dépenser leur pognon. Ces gens ne sont plus dans mon cercle d'amis. Et ils me manquent pas du tout. Et je pense que je leur manque pas non plus parce qu'on n'a plus trop les mêmes sujets de conversation. Il y a quelque chose aussi d'intéressant que tu racontais dans ton parcours, dans ton livre, c'est que en fait, il y aura toujours des gens pour critiquer ce que tu fais. Tout le temps. Ça veut dire que quand tu étais à fond dans l'immobilier et que tu économisais de l'argent et que tu n'avais pas des vêtements de marque, on te faisait un peu la réflexion, ton immobilier marche pas si bien que ça, quoi. Et l'impression que même les gens prenaient plaisir finalement un petit peu à te le dire. Et à l'inverse, finalement, une fois que tu réussis et que tu viens avec une belle voiture, il se la pète, c'est monsieur a réussi, etc., etc. Et c'est là où je dis, en fait, l'amitié est compliquée, de trouver des gens qui te soutiennent dans les moments qui sont compliqués et puis qui sont contents de ta réussite. C'est ça, tout à fait. Tes amis évoluent du coup ton entourage a évolué au fil du temps? Mon entourage a changé. Complètement? Ah oui, il y a la majorité des gens qui ne sont plus dans mon entourage proche, en tout cas maintenant. Et c'est pas grave. Pour eux, pour moi, des fois, on se recroise. Ça fait longtemps, ça fait 5 ans. Qu'est-ce que tu es devenu? Je suis toujours en CDI chez Hôtel. Je me rappelais qu'il y a 5 ans, il détestait son travail, mais il y est toujours.
Et toi, ah ben écoute, là, je reviens d'une semaine à Lisbonne et après-demain, je pars pour le ski. Et puis, ah oui, d'accord. Donc l'immobilier, Ça fonctionne. oui, il y a l'immobilier et plein d'autres trucs. La majorité des gens à qui je fréquente avant ne savent même pas que j'ai écrit un livre. Des fois, ils viennent à un séminaire et ils ne savent même pas que c'était moi. Quoi. Ah putain, mais je ne savais pas que c'était toi. J'ai avec un ami. Excellent, ça. Il dit, ah, en fait, ça a marché ton truc. Et comme tu dis, bah oui, quand tu as la chance de pouvoir louer une grosse voiture de 3, 4, 500 000 euros, ils disent, ouais, mais toi, c'est facile. Moi, c'est facile. Quand toi, tu te bourrais la gueule, parce que tu avais l'argent d'acheter la vodka et que moi, je buvais 2 coca, c'était pas facile de te regarder te bourrer la gueule. Et donc là, des fois, il y a un petit fossé, mais je prends ça avec le sourire et je suis jamais rancunier. Je vais pas leur dire, bah oui, moi, j'ai fait le bon choix et toi pas. Ta vie a l'air de te convenir. En tout cas, on peut être heureux à différents niveaux. Tu es heureux, tant mieux pour toi. Et je serais content qu'on se revoie maintenant, mais qu'effectivement, on ne se croise plus trop, quoi. Quand on s'investit autant dans un projet si particulier, qu'on génère de l'argent, mais que ça demande énormément de partie de toi, tu arrives à quand même construire sur le côté émotionnellement une famille, une relation. C'est possible de trouver des gens qui peuvent accepter cette partie de toi qui est si intense. Ça a été un peu difficile, le côté sentimental, parce que j'ai été en couple pendant 7 ans, donc au tout début de ma carrière d'investisseur. On s'est séparés, je crois, 2 ans après que je me suis lancé dans l'immobilier. Et je savais que c'était un poids assez dur. De dire, ouais, t'es quand même pas souvent là. Quand on se voit, ben, tu fais tes petits calculs, tu fais tes chiffres. Puis, ah oui, on se voit le week-end, puis il faut aller chez Brico. Puis, je savais pas que c'était à ce point un poids. Surtout qu'on a été 5 ans ensemble et puis 2 ans, le côté un peu investisseur où il fallait quand même pas mal travailler. Puis finalement, ça s'est fini pas que pour ça, mais parce qu'on n'a pas du tout la même vision de la vie de couple et des voyages et tout ça, par exemple. Et c'est vrai que les quelques relations qu'on suivit, ben, l'immobilier dérange pas au début. Puis finalement, c'est, ah oui, mais on y va encore ce week-end. Non, pas honte, tu peux rester à la maison, mais moi, je dois y aller. Il faut que je crée mon parc immobilier. Et donc, effectivement, des fois, j'ai eu des remarques genre, oui, mais j'aimerais bien une fois être la priorité. Oui, mais tu l'es déjà, la priorité. C'est juste que j'ai du travail à faire. Donc ça, c'était un peu compliqué. Et d'ailleurs, le jour de mes 30 ans, donc là où je suis peut-être, on verra un peu plus tard, arrivé à mon objectif d'avoir 10 biens immobiliers, je me suis dit, waouh, est-ce que j'ai fait le bon choix? Je viens de me faire larguer après 2 ans et demi de relation. Un des arguments, c'est oui, mais tu n'étais pas très présent, puis l'immobilier, ça te prend trop de temps. Et là, je me réveille et je me rappelle, donc j'ai fait mon anniversaire chez moi, j'ai fêté mes 30 ans, mes meilleurs amis étaient là. Et mon ex-pas, évidemment, on n'est plus ensemble. Mais je reçois quand même un SMS, joyeux anniversaire. Ça commence à trotter dans ma tête. Je me dis, wow, est-ce que finalement j'ai fait le bon choix? Est-ce que finalement je ne ferais pas mieux de tout vendre et retourner dans un job de salarié classique pour récupérer cette personne? Incroyable. Je me suis juste rendu compte que la personne était paumée dans sa vie. T'as quand même eu un moment de down. Ah, mais qui a duré 2-3 mois où j'étais prêt à tout vendre. À ce point-là? Après, quasiment 7 ans de travail acharné, j'ai dit, mais non, en fait, il a raison, peut-être qu'il faut que ça s'arrête, quoi. Pourquoi je fais ça? La personne n'est pas là. Mes amis sont plus là. En bas chez moi, c'est le bordel sans nom. Il y avait de la vodka qui collait à terre. C'est pas celui-là que je veux. J'étais juste en après-soirée où j'étais seul à la maison. J'ai l'impression d'être abandonné par le monde entier, alors que pas du tout. On devient accro à l'immobilier? Oui. Bah, je pense l'entrepreneuriat d'une façon générale. Ouais. Mais accro positivement. Hein. C'est pas quelque chose qui est néfaste pour moi. Je pense qu'à un moment, ça l'a été parce que je ne voyais que par ça. Et puis, je me suis dit, bon, il faut quand même que je me ressente. Donc, je suis parti vivre un peu au Mexique, en plein Covid. Que, voilà, effectivement, moi, j'avais plus le masque et j'avais le soleil. Donc, ça aussi, certains amis n'ont pas compris. C'était quand même fou. Tu voyages pendant la pandémie. Je ne sais pas m'enfermer quelque part. Moi, là-bas, c'est ouvert. Donc, je suis parti vivre quelques mois là-bas. Et je me suis retrouvé, je suis parti seul, donc j'ai eu vraiment des moments, waouh, c'est génial, il y a le soleil, il y a la plage, waouh, putain, je suis tout seul, mes amis, ils sont pas là, puis waouh, c'est trop. C'est un ascenseur émotionnel, et depuis que je suis revenu, il y a à peu près, il y a 2 ans, 2 ans et demi, plus maintenant, j'ai jamais été aussi heureux, parce que je me suis retrouvé, et là, je suis bien, je suis dans un équilibre, dans une belle relation, je suis bien, j'ai des amis autour de moi qui m'aiment pour ce que je suis, et pas pour ce que je peux représenter, des fois, socialement. J'ai pas l'impression d'avoir des envieux autour de moi. Au début, il y en avait quelques-uns. Puis, on peut faire un tour avec la lambeau. On peut faire ça. Non. Pourquoi? Comment? On s'est plus vu depuis 4 ans. Et puis, t'as vu une story d'un truc et comme par hasard, tu veux que je vienne te faire un petit coucou. Non, là, c'est bien. Là. Si tu le fais plus pour l'argent aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive encore à faire l'immobilier? J'entends par là qu'évidemment, ça reste de l'immobilier, donc de générer de l'argent, mais on pourrait dire aujourd'hui que tu n'en as plus besoin pour en vivre. Tu as atteint l'indépendance financière qui était l'objectif. C'est quoi encore le but de continuer? C'est le fait de créer chaque fois des projets. Je trouve ça chaque fois excitant. J'arrive dans un bien,
je sais pas, des fois, il est pas optimisé. Je dis, allez, OK, on va faire ça, quelques travaux, ça va le rendre bien. C'est un jeu? C'est Monopoly, mais Ouais. à taille humaine, quoi. C'est super chouette de se dire, récemment, j'ai acheté une demi-rue, par exemple. Avec mon associé, on a acheté 15 appartements. Ben, tu regardes la rue, on a la moitié de la rue. Ben, j'avais jamais eu ça de ma vie. Donc, me dire, j'ai acheté une demi-rue. Bon, j'ai pas encore changé le nom de la rue. Je compte pas le changer avec le mien. C'est pas du tout l'objectif. La rue Schmitz. Voilà, non. Non. Mais je trouve ça génial de dire, une demi-rue. Alors qu'il y a encore peut-être 3 ans, je me dis, mais non, je pourrais jamais acheter une rue. Parce que moi-même, chaque nouveau projet, je suis chaque fois étonné de ce que ça apporte. Des fois par les montants, des fois par les projets. Avant, entre le bien 1 et le bien 2, il m'a fallu 2 ans. Maintenant, des fois, entre le bien 1 et le bien 2, ben, il y en a que je signe à 14 heures, l'autre que je signe à 16 heures. Et je dis, wow, en 10 ans, quoi, seulement. Des fois, des gens, il leur faut 40 ans de carrière pour pouvoir avoir un projet qui va les titiller. Moi, des fois, c'est, wow, là, je veux cette maison, je la veux, je la prends. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et les autres qui mettent 40 ans? C'est de l'intelligence financière? C'est de l'audace? Certains sacrifices, beaucoup d'audace. Je pense qu'il faut beaucoup d'audace pour faire ce que j'ai fait parce que personne ne misait sur moi. Donc, si je me basais sur les prédictions, sortais pas gagnant. Je crois que je serais caissier dans un supermarché et dans un studio parce que je dépenserais mon argent en soirée parce que j'aime toujours bien sortir. Mais non, heureusement, j'ai pris beaucoup de risques parce que voilà, tout n'est pas arrivé par hasard. Plusieurs fois, j'ai acheté des biens où je n'avais pas forcément les fonds propres. Plusieurs fois, j'ai acheté des biens où je me dis waouh, j'arriverai jamais à finir mes travaux. Donc, j'ai dû racheter peut-être du parquet d'occasion. Tu vois, jamais de ma vie, je me serais dit à un moment, je devrais racheter du parquet d'occasion, mais j'avais pas les moyens de faire autrement. Donc, j'ai racheté du mec, il avait défait son parquet et je l'avais eu pour 100 € au lieu de 500 € au magasin. Donc, voilà, il faut accepter ça. J'ai dû revendre une voiture que j'avais avant parce que j'avais acheté à crédit. Donc, j'avais un beau cabriolet BM magnifique. Quand j'étais dans les assurances, ça claquait. Je suis arrivé avec une vieille Fiat Punto. Je dis, waouh, c'était une Ford, je sais plus, mais ils m'ont dit, waouh, l'immobilier, ça marche pas, quoi. Je dis, si, les gars, on en reparlera dans quelques années. Je comprenais pas. Mais oui, c'est encore du jugement. Donc, c'est un choix qui me concerne de changer de véhicule. Ils vont me dire, ça marche pas, plutôt que de dire, ok, fais ce que tu veux, en fait, on s'en fout de ta voiture. Mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui. Les gens ont toujours quelque chose à dire. C'est incroyable. Et rarement, c'est rarement positif, quoi. Tu fais de l'immobilier, ça se développe. Et puis, à un moment donné, tu commences à lancer des séminaires et des formations. Et ça, c'est un switch assez intéressant. Toi qui as détesté être assis à l'école pour entendre des gens parler, tu te retrouves de l'autre côté. Alors, pas de la même manière, très clairement, mais tu te dis, tiens, c'est moi aujourd'hui qui vais peut-être enseigner et partager mon expérience. C'est assez dingue, vu le parcours que tu as eu. Peut-être que tu as eu justement cette revanche sur la vie, de peut-être le faire autrement et de passionner les gens ou de leur donner les clés pour. Comment le switch est opéré de te dire un jour, maintenant, j'ai envie de partager mon expérience et d'aider d'autres gens à le faire? Il y a eu à un moment donné un déclic, tu t'ennuyais? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis jamais ennuyé. Depuis que je travaille, il n'y a pas un jour où je me suis dit, je m'ennuie, non, jamais. Des fois, je me demande il faudrait que je trouve un peu plus de temps pour m'ennuyer, peut-être. Mais non, il y a eu 2 choses. Le côté de dire, OK, j'ai des connaissances, les gens ne sont pas éduqués à ça. Je ne sais pas si c'est en revanche sur la vie ou sur l'enseignement, mais je dis, OK, on ne me l'a pas appris à l'école, alors que je trouve que ça devait être vital. Être propriétaire aujourd'hui, c'est vital, c'est pas un choix, tu dois le faire. Ça doit être une obligation. Si j'étais ministre, si tu n'es pas propriétaire avant 30 ans, tu as une amende, tu vois, tous les mois ou tous les ans, j'en sais rien. Parce que ça va vraiment changer ton avenir, c'est super important. Mais c'était vraiment l'idée de dire, OK, maintenant à mon tour, j'ai des connaissanses, je veux les partager, mais uniquement avec les gens qui ont envie de le faire. Et donc, j'ai fait des séminaires. Alors, effectivement, les gens ont dû payer pour venir. J'ai toujours voulu que mes séminaires soient accessibles. Et d'ailleurs, le titre, autant au niveau du prix que par la connaissance, je ne veux pas que les gens arrivent et entendent 5 banquiers raconter un charabia qui les concerne et où ils sortent de là, ouf, c'est intéressant, mais je n'ai pas tout compris. Je voulais qu'ils sortent de là et disent, OK, maintenant j'ai un plan d'action, je peux le faire. Et donc, le premier séminaire, c'était l'immobilier accessible à tous. Et j'avais été mis ça dans toutes les écoles. Enfin, je m'amusais, moi-même à les coller. Hein. C'était vraiment chouette. Et mon premier séminaire, j'ai quand même fait 125 personnes. Je n'étais connu nulle part, je n'étais pas du tout présent sur les réseaux sociaux. Et c'est quelques potes qui disent, ah oui, va voir, il a acheté quelques maisons, c'est pas mal. Et plein d'amis sont venus avec des gens que je ne connaissais pas. Et ils étaient étonnés de voir mon parc immobilier, parce que j'ai parlé de toutes les opérations que j'avais faites en quelques années. Et j'ai plein d'amis derrière qui se disent, ah, moi aussi, je vais faire ça. Bon, la plupart ne l'ont pas fait. Parce qu'ils sont motivés au séminaire, et puis finalement, ils sont là, on se recontacte, puis on se recontacte. C'est un grand step entre écouter et le faire. C'est incroyable. Des fois, les gens, ils viennent, ils payent une entrée, ils disent, OK, c'est génial. Je vois qu'ils prennent des notes, ils prennent des photos des slides, et puis je les revois 1 an après dans un autre séminaire. Ils n'ont rien fait. Ah oui, mais non, mais en fait,
mon CDI, il n'a pas été prolongé. Puis, ah oui, mais en fait, j'ai une copine. Puis, entre-temps, j'ai changé de voiture. Enfin, soit. Mais, et donc, voilà. Et donc, c'était vraiment l'idée de partager. Et alors, moi, ce qui m'anime beaucoup aujourd'hui, c'est de rencontrer des gens qui pensent que c'est pas possible et qui disent, ah, OK, mais depuis ton séminaire, je pense que c'est possible. Je vais bouger, m'enlever les doigts du cul pour être un peu vulgaire et je vais le faire. Et alors, peut-être que sur 100 personnes, il n'y en a pas 100 qui vont acheter de l'immobilier dans l'année, mais je dirais qu'il y en a entre 10 et 15 qui vont acheter un bien. Mais s'ils n'étaient pas venus au séminaire, je suis certain que c'est 10-15 qui achètent dans l'année. Peut-être qu'il n'y en aurait que 2 qui auraient acheté. Et là, moi, c'est chaque fois un plaisir. Récemment, j'ai eu un jeune, Quentin, qui me parlait quand j'étais au Mexique. Il dit, ah voilà, je vois tes stories, ça a l'air sympa, mais là, je suis étudiant, j'ai encore pour 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Et dès que j'ai de l'argent sur contact, j'ai envie que tu m'expliques et tout ça, je dis, OK, top. Il y en a plein qui viennent me contacter comme ça tous les jours. Et je dis, oui, franchement, fais-le. Et je reste très positif. Tu vas y arriver, crois en tes rêves. Si ton entourage n'est pas très positif, c'est pas grave. Crois en tes rêves, fais ce que tu veux faire. Ce Quentin est venu à mon dernier séminaire, il dit, voilà, je dois céder depuis 3 mois. Je viens à ton séminaire maintenant et je m'engage auprès de toi d'acheter en 1 an. C'est incroyable. Ce mec-là, il m'a parlé au Mexique. On a échangé peut-être 4-5 messages. Pendant 2 ans et demi, on s'est plus contacté. Et le gars, il est au séminaire. Il te rappelle de moi? Je dis, non. Et puis, on a revu les conversations Instagram. Et je dis, ah oui, je me souviens de ton profil. Et le mec, il s'est engagé envers moi, mais surtout envers lui-même. D'ailleurs, j'achète dans l'année, quoi. T'as un impact sur la vie des gens, du coup. Apparemment. En tout cas, j'ai beaucoup de retours, même par rapport au livre et tout ça. C'est un livre qui est, on sait bien, quand on écrit un livre, c'est pas forcément pour gagner de l'argent, même pas du tout. Ça coûte plus cher des fois à produire, à commercialiser tout ça. Mais quand les gens viennent me dire, ah oui, ça, c'est pas mal. Ou des parents aussi qui me disent, ah, mon enfant est en décrochage scolaire. Il a 14 ans, il dit fuck la vie. Mais il veut pas forcément lire ton livre, mais je lui ai parlé de quelques passages. Et maintenant, il s'intéresse, elle me pose la question, est-ce que je peux l'ajouter sur Instagram? Je trouve ça génial, quoi. Que les gens se disent, ah putain, il y a moyen d'y arriver, quoi. T'as remarqué ces dernières années l'émergence des gourous immobiliers, des coachs et des formateurs, et tu peux comprendre qu'aujourd'hui, il y a aussi une forme de méfiance vis-à-vis de toutes ces personnes. On crie beaucoup à l'arnaque aussi. Beaucoup de gens arnaquent aussi via ça en disant je vais vous expliquer comment faire des montages, etc. Et eux l'ont parfois même pas fait, ou vendent des produits qu'ils ne connaissent même pas. Tu vois comment un petit peu cette émergence des dernières années de justement tous ces gourous-là, et comment tu as su aussi avoir peut-être la confiance des gens que tu encadres? Je pense que j'ai la chance d'avoir commencé beaucoup plus tôt que certains de ces escrocs. Ils ne sont pas tous des escrocs, mais certains le sont sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé mes séminaires de ça vers 2019 et le coaching est venu juste après parce qu'à la fin du séminaire, il y en a qui m'ont dit « Je suis super motivé, mais j'ai encore un peu peur. Est-ce que tu sais m'accompagner sur 2-3 visites ?» J'ai dit « OK, pourquoi pas ?» Puis finalement, le coaching est arrivé juste derrière. Donc 2019, ça fait déjà quelques années. À l'époque, ce n'était pas aussi présent que maintenant sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que des fois, quand je vois maintenant des choses passer, et moi-même, des fois, on me contacte, salut, tu veux investir, je suis coach, puis je vais voir le passif du gars. Je dis, ouais, c'est quand même un peu chaud. Des gens qui te garantissent des taux, des trucs, des bazars. Ah, oui. C'est quand même... Donc, je comprends la méfiance des gens. Dans mon cas, j'ai eu de la chance et quand même, j'ai fait de la télé. Donc, ça a rassuré des gens. Je suis quand même été approché par plusieurs médias. Donc, ça, pour moi, ça m'a donné une certaine crédibilité. Ceux qui viennent au séminaire comprennent que ce que je raconte, c'est pas du pipeau. Mais... Puis t'as ton CV qui parle pour toi avec toutes tes aides. Maintenant, oui. Tu peux montrer ce que t'as fait, quoi. Oui, des fois, il y en a qui disent, ouais, ces trucs, c'est des conneries. J'y viens. Prends-moi en voiture et fais 15 rues à Liège et je te montre au moins un bien que j'ai acheté. Et j'ai la clé, par exemple. Donc, je rigole avec ça. Mais c'est vrai que j'ai plus besoin à ce point de devoir me justifier. Mais je comprends les gens soient méfiants parce qu'on parle de gros sous. Un coaching, c'est jamais 150 €. Et si c'est le cas, il faut surtout pas le prendre. Parce que c'est des gens qui, s'ils sont bons, gagnent beaucoup d'argent. Donc, même dans mon cas, je ne vais pas accorder du temps à quelqu'un qui veut gagner de l'argent s'il me paye 25 € de l'heure. Il faut un peu du beau sens. Donc, c'est souvent plusieurs milliers d'euros que ça coûte un accompagnement, que ce soit en coaching, en crypto-monnaie, dans n'importe quoi, dans l'entrepreneuriat. Des fois, je connais des coachs qui se font rémunérer 25 000 € la semaine pour un accompagnement pour créer des startups. Waouh, 25 000 € la semaine pour des gars qui créent une start-up qui n'ont pas de fonds propres au début, c'est quand même un peu chaud, mais c'est des gens qui ont levé des millions, donc c'est normal qu'ils ne vont pas aller chercher 1 500 € de salaire par semaine. Donc, je dirais, il faut être méfiant, bien se renseigner sur le ou la coach, mais c'est clair qu'il y en a partout et que malheureusement, ça cause également du tort des fois sur des anciens ou des vrais coachs parce qu'on les associe à eux. Mais... ouais. Quand les gens viennent me trouver, ah oui Laurent, voilà, je vois que tu fais ça et ça, qu'est-ce que tu peux me dire qui est mieux que lui? Écoute, moi je ne veux rien te justifier du tout, renseigne-toi, mais c'est pas à moi de dire que je suis meilleur. Voilà, quand tu vois 2 bananes dans un Deleuze et dans un Colruyt, tu vas pas demander au Deleuze et Colruyt pourquoi la banane est meilleure. Goûte-la ou demande à quelqu'un d'autre laquelle il a préféré avant de la commander. Souvent c'est par recommandation aussi. Très souvent. Beaucoup de gens qui te connaissent. Je travaille maintenant quasiment que à ça. Ouais.
Ouais. T'en parles pas dans le livre, je pense, mais le fait d'être exposé médiatiquement aussi, t'as eu une émission TV. Tout à fait. Comment ça a arrivé? C'est nouveau, un nouveau chapitre dans ta vie professionnelle. C'est marrant d'être de nouveau passé par là. C'est coup de chance ou qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois repéré? Alors, je pense que je crois à la chance, mais en même temps, j'ai dû la provoquer quelque part parce que la personne, donc la productrice de l'émission, m'a découvert par les réseaux sociaux. Ah ouais. N'ayant jamais mis un seul centime dans Google, j'ai jamais sponsorisé au cas de mes posts, je pense qu'elle est tombée dessus par recommandation. Donc, si c'est à moi, j'ai dû faire quelque chose de bien, de sympa. Et voilà, donc il y a eu un casting, j'ai fait de mon mieux. J'ai un peu galéré parce que je suis pas très bon en orthographe, je suis pas très bon en lecture. Et là, en l'occurrence, je vais lire un prompteur qui était à 5 mètres. Je voyais pas très bien. Mais voilà, avec mon culot, j'ai dit, bah, c'est pas grave, au pire, je le fais sans prompteur. Enfin, je sais plus le feeling qu'il y a eu avec la productrice de l'émission. Et puis voilà, on était 7 à passer le casting. Elle dit, donc on était vendredi. Elle dit, je rappelle tout le monde lundi pour savoir quoi. Et vendredi soir, elle m'appelle, elle me dit, écoute, il y a un truc. Je vois que le prompteur, tu galères, mais on va trouver une solution. Si t'es chaud, on commence et on enregistre mardi, je crois. Je dis, ouais, mais j'ai jamais fait. Donc, c'est un des plus gros challenges sur les 10 dernières années, c'est d'apprendre un métier, parce que c'est un métier d'être présentateur télé sur très peu de temps. J'enregistre mardi, je connais pas mes fiches, je fais rien, il faut que je prépare une émission. Et je me rappelle, j'étais chez ma meilleure amie, je dis, wow, qu'est-ce qui vient de m'arriver là? C'était plus, j'avais pas signé un énorme immeuble, parce que là, ça devenait, entre guillemets, dans ma zone de confort. Mais là, j'étais là, ouf. Elle dit, tu vas y arriver, ça va aller. Effectivement, ma première émission, elle était un peu difficile. Ça se voit pas trop parce qu'il y a eu 4 heures d'enregistrement d'émission pour 50 minutes de diffusion, alors que de base, sur cette émission-là, on a 57 minutes d'enregistrement pour 50 minutes de diffusion. Donc, tu vois, la première était un peu galère. Et ça s'est super bien passé et j'ai adoré. Et encore une fois, j'étais passionné par ça. Ça parlait d'immobilier. J'interagissais avec des gens qui étaient dans le secteur immobilier. J'apprenais plein de choses. Et la personne qui était la plus heureuse sur le plateau, c'était à chaque fois moi. Pas d'être forcément médiatisé, parce que je vis très bien sans, mais c'est je vais encore apprendre des choses. Et je restais des fois une demi-heure après chaque émission pour parler avec les invités, parce que j'avais entendu qu'il y avait une nouvelle innovation et je trouve ça génial. Donc limite, c'est moi qui était le plus nourri de ça que juste avoir quelqu'un qui était payé pour faire une émission, quoi. Après ça, tu sors ton livre. De nouveau, tu viens de le dire, je lis pas très bien, j'écris pas bien en orthographe. Là, il faut le faire pour vouloir lancer un livre avec ces lacunes-là, entre guillemets. C'est un exercice qui t'a fait peur ou pourquoi tu as voulu sortir un livre? Le livre, je veux le sortir depuis, je dirais, l'écrire, le sortir, c'était pas du tout l'idée de le commercialiser, mais je veux écrire un livre depuis, je dirais, 4-5 ans. Et écrire un livre parce que les gens appellent ça un livre. Sinon, moi, j'aurais écrit, je sais pas des mémoires, je suis pas en fin de vie, mais écrire quelque chose juste pour me rappeler, en fait, le chemin parcouru, parce que même moi, des fois, je l'oublie. Je me dis, OK, c'est facile, c'est un peu plus simple, mais je trouvais ça intéressant d'écrire pour que quand j'avais des moments un peu plus down, parce qu'on en a tous, de relire, ah oui, rappelle-toi, t'as fait ça, et de me donner un peu du baume au cœur. Et en fait, quand j'en parlais autour de moi, les gens disaient, ah, mais est-ce que je pourrais le lire? Puis je dis, ouais, mais non, il y aura sûrement une faute par mot. Peut-être que la syntaxe va pas être bonne, peut-être que je vais inventer des mots. Je dis non. Et donc, je repoussais cette écriture. Par contre, dans ma tête, je savais ce que je voulais mettre dedans. Et une fois, une de mes participantes, des personnes qui me suit et qui vient quasiment à tous les séminaires, je discute avec elle, je suis un peu son évolution et je lui pose la question, hey, c'est quoi tes prochains projets? Elle dit, un de mes rêves, c'est d'écrire pour les autres. Et là, je vais te faire mon premier livre sur moi et j'espère que les gens vont apprécier. Comme ça, on va parler de moi et comme ça, je pourrai écrire les histoires des autres. Donc, pas forcément c'est semi-biographique et pouvoir vraiment, je vais apprendre sur la vie des autres. Et là, je la regarde, je fais, écoute, Janelle, moi, ça fait quelques années que je veux écrire un livre, mais je n'ose pas pour telle et telle raison. Est-ce que ça te va si on s'appelle cette semaine? Et, ça tombait parfaitement, quoi. Et on voit un truc. Et là, elle était un peu fan. Donc, elle était un peu déstabilisée que moi, je lui parlais de ça. Et j'ai dit, écoute, si tu le sens pas, on s'appelle. Et on s'est appelé. Et alors, voilà, on s'est vu. J'ai dit, voilà comment moi, je vois les choses. Je suis quelqu'un qui est un gros bosseur et en même temps ultra fainéant. Donc, peut-être qu'il me faudra de temps pour l'écrire, ce livre. J'ai pris 1 an pour l'écrire. Et celle qui a tout retravaillé dedans. Et donc, on a vraiment fait... des fois, j'ai l'impression d'être chez le psy, quoi. Elle dit, vas-y, raconte-moi ta première opération immobilière. Et donc, voilà, je racontais tout ça. Puis des fois, j'étais à l'aéroport. Des fois, j'étais à l'autre bout du monde. On faisait des calls et tout ça. Et puis, à un moment, j'étais dans l'avion. J'arrive pas à dormir. J'ai 6 heures. Et là, j'écrivais 4 pages, recto verso. Et elle dit, c'est incroyable. Et elle-même était des fois, pas impressionnée, mais elle était captivée par cette histoire. Par l'histoire. Ouais. Et j'ai dit, on pourrait peut-être le sortir, peut-être que ça intéressera des gens. Et alors, quand on s'est dit, on va le commercialiser vraiment à plus grande échelle, je me suis dit,
il peut changer la vie d'une personne. Ce livre, rien que pour ça, doit exister. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu aussi une page un peu qui accroche. L'école ne forme pas les millionnaires parce que, moi, il y a de l'entrepreneuriat, il y a plein de choses dedans. Et depuis, tous les gens qui l'ont, en tout cas, en sont très contents. Maintenant, je suis aussi ouvert si des gens n'aiment pas à venir me le dire, mais soit les gens n'osent pas, soit c'est pas encore arrivé. Tu penses que tu as réussi parce que tu étais au bon endroit au bon moment, ou qu'un jeune aujourd'hui qui est dans les mêmes difficultés pourrait réussir dans les mêmes conditions? La situation a changé. On voit aussi que, par exemple, plus difficile, on va dire, il y a eu l'évolution des taux d'intérêt aussi, l'inflation. C'est un bel exemple que tu donnes, mais est-ce qu'il est réaliste encore aujourd'hui? Je dirais que pour un certain point, il va être plus difficile parce qu'effectivement, les taux réaugmentent. Mais nos parents qui avaient des taux à 10% savaient quand même acheter de l'immobilier. Absolument. Donc, c'est pas aussi difficile qu'on le croit. Je pense qu'il faut oublier l'histoire d'acheter à 1%. Là, on y sera pendant quelques années. Mais par contre, je pense que pour une autre face de l'immobilier, c'est que c'est plus facile parce que pour l'instant, tu peux te former sur plein de choses sans débourser 1 euro, sans avoir un ami investisseur. Rien qu'en regardant quelques vidéos YouTube, en écoutant quelques podcasts, tu peux apprendre 1000 informations en n'ayant jamais fait une journée d'études ou n'ayant pris 1 heure de coaching. Toi, t'es parti de zéro, sans formation, sans personne, quoi. Je sais bien que c'est un peu difficile à imaginer, mais à l'époque, il n'y avait pas Facebook comme maintenant. À l'époque, c'était Skyblog, c'était ces conneries-là. MSN, voilà, les plus vieux s'en rappelleront. Et les seules informations que j'avais, c'était comment apprendre à carreler sur YouTube. Et donc, je voyais le vieux Patrick de chez Brico ou Castorama, j'en sais rien. En Belgique, il n'y avait rien, d'ailleurs. Tout était français. Et tu voyais le vieux Patrick. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment mettre le parquet flottant. Et j'analysais. Qualité de vidéo approximative, en plus, j'imagine. C'était bien fait parce que c'est professionnel. Mais le mec était équipé comme moi, je n'étais pas équipé. Moi, j'avais une petite scie. Il avait la scie circulaire, bazar truc. Et je reproduisais à ma façon les choses. À l'heure actuelle, tu as tout qui est sur le net. Tu veux un bail, tu vas sur Google, trouve-moi un bail. Maintenant, c'est encore mieux. L'intelligence artificielle, crée-moi un bail, fais-moi tout. Ça me semble beaucoup plus facile maintenant. Par contre, c'est clair qu'on est toujours dans ce conditionnement où on va dire c'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Ça n'a pas bougé en 10 ans. J'entends pas forcément plus de gens autour de moi dire c'est possible. Et ça me frustre à mort. Me battre pour montrer aux gens que c'est possible. Et ça bouge pas. J'aimerais bien qu'à la télé, j'ai pas la télé, mais j'aimerais bien qu'à la télé, il y ait des publicités qui, je sais pas, un petit bonhomme vert qui arrive, qu'on s'en rappelle, au petit bonhomme bleu, coucou, c'est possible de réussir sa vie, c'est possible. Et non, c'est pas ça. Tu vas allumer le journal, ça va être que des choses négatives. C'est frustrant à mort. Moi, dans ma vie, il y a 99% de choses positives, 1% de choses négatives. Quand j'entends les gens autour de moi, la vie c'est dur, il y a l'inflation, on n'est pas payé. Il y a 1000 choses à faire maintenant. On peut faire plein de trucs. Tu crois que c'est les parents qui doivent enseigner ça? Je pense que les parents ont été éduqués comme ça. Et donc, comme n'importe quel parent, je ne suis pas parent et je pense que je ne le serai jamais, ça ne me parle pas. Tu reproduis. Voilà, tu reproduis. Parce qu'on voyait avec ton papa qui, lui, marchandait et défendait le fait que c'était très bien que tu vendais. Donc, je fais le lien directement avec le fait que je pense que les parents ont un grand rôle à jouer. Et peut-être que, puisqu'on avance vers une société où les gens, j'ai l'impression, deviennent de plus en plus indépendants, freelance, sortent du moule, etc., peut-être que les générations suivantes seront peut-être un peu plus indépendantes. Je voulais encore te poser une question, parce que je sais qu'on a parlé beaucoup de ton parcours, mais je sais que les gens qui vont regarder ici seront aussi intéressés par l'immobilier. Si tu devais donner des conseils à un jeune qui veut se lancer dans l'immobilier aujourd'hui et qui n'est pas entouré, qui croit que c'est pas possible, qui croit qu'il ne pourra pas y arriver parce qu'il n'a pas les finances, que c'est beaucoup trop cher, qu'il faut être beaucoup trop, qu'il y a besoin de beaucoup trop de structures pour se lancer dans l'immobilier. Quelles sont les premières choses que tu pourrais lui dire pour l'encourager et pour l'aider à se lancer dans l'immobilier? Alors, le premier conseil que je pourrais donner à un jeune, même un moins jeune qui veut se lancer dans l'immobilier et qui est seul, donc quand j'entends seul, c'est qu'il n'y a personne autour de lui qui est dedans, ou en tout cas qui croit en projet, c'est entoure-toi de gens qui y croient. Va à des séminaires, va à des conférences. Forme-toi. Voilà, d'une façon simple, à un séminaire ou plus complète, à prendre une formation, des choses comme ça. Mais entoure-toi vraiment des gens qui comprennent ce que tu racontes. Beaucoup de gens, moi, à mes séminaires, viennent et disent « Oh, ça fait du bien de parler le même langage avec des gens qui ne te jugent pas. » Donc, si tu es tout le temps entouré de gens qui disent « Tu n'y arriveras pas » ou « C'est pas possible »,
Ben, si ces personnes qui te conseillent, c'est des gens qui ne sont pas propriétaires et encore moins multipropriétaires, c'est normal que tu n'y arriveras jamais parce qu'eux-mêmes n'ont pas pu le faire ou n'ont pas les compétences ou l'intelligence de pouvoir le faire. Donc, entoure-toi de gens comme ça. Et qu'est-ce qui fait que c'est pas possible? Ben, c'est souvent l'ignorance. Ben, va voir ton banquier. Si ton banquier dit « Ah, c'est pas possible », ben, va voir son concurrent. Si son concurrent te dit que c'est pas possible, ben pourquoi il dit que c'est pas possible? Est-ce qu'il te manque de l'argent? Est-ce qu'il te manque un CDI à la place de D? Est-ce que tu as un mi-temps? On dit, si vous passez temps plein, ça peut se faire. Donc, tu ouvres un deuxième mi-temps ou passe à temps plein. Moi, ce que je faisais beaucoup quand j'étais jeune, je suis toujours très jeune, mais beaucoup plus jeune, je n'acceptais pas le non. Un peu comme à l'école. Ouais. On me disait non. Pourquoi tu me dis non? Pourquoi non? Pourquoi je fais mes devoirs? Je détestais le non. Encore maintenant, quand quelqu'un me dit non, votre dossier passe pas. Pourquoi? Ça ne veut rien dire. Non, votre dossier est refusé. Ben, pourquoi? Pas suffisamment de fonds propres, ou alors le bien est mal estimé, par exemple. Alors c'est quoi le budget que je peux emprunter? Donc ça pourrait être vraiment un deuxième conseil. Aller faire un maximum de tours des banques. Il faut arrêter de faire comme nos parents qui allaient chez le même banquier pendant 40 ans. C'est encore une croyance très ancrée de dire j'accepte la première offre ou le nom que ma banque me donne. Ah, mais c'est le pire à faire. Et je l'entends encore énormément autour de moi, ou des gens qui ont obtenu un prêt. Ils me disent on a obtenu un prêt à notre banque, je demande les conditions. Vous avez mis en concurrence, vous avez vu d'autres banques? Bah non. Pourquoi? J'ai quasiment autant de cartes de banque que de clés de mes immeubles. Parce que je suis obligé d'être dans plein de banques différentes. Pas parce que j'adore avoir plusieurs cartes, ça sert absolument à rien. Mais parce que la banque A va dire oui sur le premier projet, ou elle va dire non au premier projet, mais elle va dire oui au troisième, et vice-versa. Il faut tout le temps aller chercher la concurrence pour un peu ce qui se challenge entre eux. Moi, pour mon premier crédit, je devais avoir 10 banques. Les 9 premières avaient dit non. Mais je ne me suis pas sorti de là en disant c'est non. C'est OK, la première oui, pourquoi? Enfin, la première refuse, pourquoi? Parce que je suis indépendant. OK, je vais dire à la deuxième que je ne le suis pas. Puis il voit que je le suis. Donc, OK, là, je ne peux plus mentir pour ça. La deuxième, il dit OK, mais il faut plus de fonds propres. OK, je vais voir la troisième, j'ai plus de fonds propres. Alors que je ne sais pas. Et finalement, à force d'apprendre de ces erreurs, qui finalement, à chaque fois, il y a un apprentissage, à la 10e banque, j'avais une situation picobello là. J'avais vraiment. Alors que c'était la même que le début. C'est peut-être qu'entre les deux, il y avait eu 3 semaines. Présenter différemment, raconter différemment, une autre assurance, mais moi, un dossier plus solide. Au premier, j'y allais en t-shirt, banal, pas préparé. Et quand on me dit, OK, vous avez l'offre? L'offre? Ah non, elle est à la maison. Mais l'agent immobilier... Ah oui, non, mais... Et donc, j'arrive avec un dossier, des photos. La préparation change tout, tu penses? Carrément. Si on arrive déjà avec un dossier qui est bien fait, le banquier, il a entre guillemets plus grand chose à faire à part analyser tes finances, tes rentrées, tes sorties. OK, le projet peut passer. S'il t'arrive, il ne sait pas analyser les documents qu'il a en sa possession, s'il manque maintenant le PEB, des choses qui maintenant sont vraiment très importantes aux yeux des banques, tu perds ton temps. Et si tu perds ton temps, tu fais perdre le sien aussi. Donc directement, ça ne va pas commencer sur une note positive. Peut-être que les jeunes ou n'importe qui veut emprunter doit comprendre aussi, on voit souvent le banquier comme le méchant, un peu comme quelqu'un qui va dire non, qui ne va pas sûr. Alors que je pense que c'est quelque chose qui, tu as dit aussi dans le séminaire, en fait, c'est un intérêt mutuel. Finalement, le banquier, lui, il a intérêt à faire de l'argent en prêtant de l'argent, à condition qu'on soit bien préparé. Et je pense aussi que pour les plus jeunes, c'est impressionnant l'institution bancaire. Quand on a 20, 21 ans, quand tu as commencé, c'est impressionnant, quoi. On est jeune. Aujourd'hui, j'imagine que ça se passe plus de la même manière et que tu es accueilli avec un café. Mais... Ou même plus, des fois. Donc vraiment, aux jeunes qui nous regardent, ou n'importe qui, c'est arriver préparé et faire jouer un maximum la concurrence. Et il faut être aussi opportuniste que son banquier. J'ai aucun ami proche qui est banquier, parce que c'est des gens qui vont toujours défendre leur intérêt. Et c'est comme ça, il faut arrêter de dire, c'est comme ça, ils doivent faire de l'argent. Mais moi, quand j'allais les voir, c'est pas pour apprendre à manger des Haribo. Non, c'était pour faire de l'argent aussi. Donc quand j'ai compris ça, je sais pas, vers le 4, 5, 6e bien, j'arrivais pas en disant j'ai une bonne affaire qui va me rapporter de l'argent. C'est plutôt si je viens et vous me prenez le crédit, derrière je prendrai l'assurance aussi pour l'immeuble, et puis à propos là je vais peut-être faire une vente, l'argent je peux le mettre chez vous, je joue un peu aux bêtes, au con comme ça. Et si je suis aussi opportuniste que le banquier, il va comprendre que mes intérêts sont les mêmes que les siens. Tu le mets dans un intérêt mutuel. Aller juste voir son banquier pour faire un crédit hypothécaire qu'à l'époque on avait dit 1,25%, le banquier ne gagne pas d'argent. Si derrière je dis oui, je réfléchis peut-être à acheter une nouvelle voiture, le financement vous le faites, elle va dire peut-être un peu plus d'argent là, puis je vais peut-être lui vendre une assurance, puis je vais croire que je vais peut-être avoir des enfants. Comment ça se passe pour ouvrir un compte enfant chez vous? OK, là il y a un intérêt. OK, et il me suivait quoi. Et puis finalement, je n'allais pas le revoir pour ouvrir un compte enfant, mais pour un deuxième crédit hypothécaire.
puis pour un troisième, puis peut-être pour faire créer une société. Voilà, est-ce que vous faites un crédit de caisse ou des choses comme ça? Et finalement, j'ai créé vraiment une collaboration avec ces banquiers-là, mais malheureusement, jamais un m'a suivi sur tous les projets. Donc, à l'heure actuelle, j'ai pas d'amis banquiers, mais j'ai 5-6 bons partenaires que je remercie, avec qui je travaille. Tu crois qu'un jour, tu vas te lasser de l'immobilier? Non, je pense pas, parce que là, pour l'instant, je suis en train de m'éclater, comme je m'éclatais pas avant. Avant, je m'éclatais à faire des travaux. Maintenant, j'ai de l'urticaire si je dois faire des travaux. Il y en a encore certains que je fais moi-même parce que voilà, j'aime encore bien. D'autres que je délègue complètement ce que j'aime pas. Ou alors, j'achète plus de biens avec des gros travaux parce que ça m'amuse plus. J'ai d'autres projets. Par contre, là, je m'amuse sur d'autres choses. Maintenant, je commence à investir à l'étranger. S'il faut aller faire une visite de chantier quand il fait 32 degrés, que la plage est à 100 mètres et que, je sais pas, tu as rencontré des investisseurs l'année auparavant et qui disent ça tombe bien, on est au même moment, ça dirait qu'on prenne un taxi, qu'on aille visiter un endroit magnifique et on reste là 4 jours. Ok, c'est top, j'arrive. Bon, là, je suis en Belgique, mais j'arrive au Mexique dans quelques jours. C'est super excitant et c'est toujours de l'immobilier. Ça a changé la manière dont tu le fais. Ouais, là, moi, cette année ou l'année prochaine, je compte acheter en Afrique. J'ai jamais été en Afrique de ma vie. Mais pourquoi pas? Là, je trouve ça c'est excitant de se dire que je vais peut-être investir dans un pays où j'ai jamais été. Je vais quand même aller voir les terrains de ça, mais ouais, je trouve ça super excitant. Peut-être que par contre, à 55 ans, je dis bon, là maintenant, je me calme, j'achète moins. Ouais. Sur les dernières années, j'ai changé ma façon d'investir. Elle est plus réfléchie, mais elle est aussi beaucoup plus cavalière. J'achète beaucoup plus qu'avant. Avant, j'achetais un bien, je rénovais, je mettais en location, j'attendais que les loyers tombent, et puis il paye. On peut acheter autre chose. Là, c'est j'achète. Et si une fois il y a un problème, on verra à ce moment-là, on gérera les problèmes. Je touche du bois jusqu'à présent, n'a jamais eu des gros. Par contre, il y a un problème avec chaque bien. Il n'y a pas un bien que j'ai acheté où il n'y a pas de problème. Ça se passe nickel. Et ça, c'est important de le dire aussi. Tout le temps. On a l'impression que c'est genre hyper facile ce que tu fais et que ça s'enchaîne et que tout se déroule chaque fois merveilleusement bien et qu'il n'y a jamais de soucis. Ah non. Tu vois, quand on t'entend, on a l'impression que c'est facile. Alors, c'est très difficile et en même temps, c'est très simple. Quand tu as accepté le fait qu'elle va avoir des problèmes sur chaque bien, en fait, le problème devient plutôt quelque chose à résoudre. Donc, c'est plus réellement un problème parce que tu dis, lequel va arriver? Pouf, urbanisme. Ok, on va régler l'urbanisme. Pouf, locataire. Mais en fait, et puis tu sais comment les régler aussi peut-être beaucoup plus facilement. Et puis, finalement, s'il faut reprendre un avocat, il faut aller au juge de paix. On ira. Voilà, ça va prendre peut-être 2 ans de procédure. J'allais dire, c'est le jeu. L'immobilier, moi, j'ai dès le départ compris que je lance ça comme, pas au premier bien, mais quand je dis que je vais en faire un métier, c'est comme une entreprise. Une entreprise qui va trop bien, c'est pas bon signe. Je suis pas sûr que des Jeff Bezos, que des Elon Musk et même le boulanger. C'est que t'évolues pas beaucoup alors. C'est que tu stagnes. C'est ça, je suis pas sûr qu'ils sont sereins. Il y a toujours des couacs, il y a toujours des trucs. Les plus grosses richesses mondiales, on s'est rendu compte certains ont perdu 25% de leur richesse en une année. Peut-être qu'ils dorment plus la nuit, j'en sais rien, ils ont peut-être d'autres problèmes, mais il faut pas croire que ces gens-là sont tout le temps à boire un cocktail et dire c'est cool. Ouais. Donc, quand tu as accepté le fait que l'immobilier, c'est comme un business, sois prêt à assumer aussi les choses un peu moins drôles, quoi. Laurent, tu as fait de l'immobilier, la télé, le livre. C'est quoi tes prochains rêves, tes prochaines étapes? Si on met, alors il y a sans doute les challenges immobiliers, donc peut-être ton challenge immobilier, le prochain, alors peut-être investir en Afrique et autres. Est-ce que ça va être de voir chaque fois plus gros et peut-être d'acheter un jour quelque chose à, je sais pas, plusieurs millions tout seul? Ou est-ce que tu as d'autres projets à côté que tu aimerais réaliser qui sont complètement différents? Alors l'immobilier, j'ai arrêté de jouer à ceux qui avaient la plus grosse. Ça ne m'intéresse pas du tout. Pourtant, il y en a à chaque fois qui me renvoient. Quoi, t'en as acheté combien ce mois-ci? Ça, c'est fini. C'est pas un objectif en soi. C'est plus un objectif. Non, là, je suis arrivé là où moi je voulais arriver, même bien au-dessus. Donc, ça m'excite plus du tout. Comparer ça ne m'intéresse plus du tout. L'avenir, c'est d'être toujours aussi serein que maintenant. J'ai jamais été aussi serein de ma vie. Je suis bien, je suis tranquille. Je planifie peut-être de faire un tour du monde. Et là, effectivement, je mettrai un peu en off. Non, en pause, mes activités immobilières et vraiment prendre un peu plus de temps pour les autres, mais je le fais déjà mieux depuis quelques années, 1 an ou 2. J'ai vraiment un certain équilibre. Tu as retrouvé une vie personnelle plus remplie qu'avant. Tu as réussi à trouver une nouvelle balance parce qu'on pourrait se dire que au plus tu as accumulé les biens immobiliers, au plus malgré tout, ils te demandent plus de temps, de gestion. Et tu as réussi quand même à calmer ça ou peut-être le mettre en autopilote ou à trouver des moyens de le gérer pour gagner du temps sur ta vie personnelle? Oui, c'est plus en autopilote. Alors, je délègue de plus en plus, que je n'osais pas faire avant et j'avais
voilà, j'avais du mal à payer une agence pour gérer mes biens alors que je savais les gérer moi-même. Ouais. Là, bah, ça devient vital. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui Qui le gère pour moi. Et donc là, je me concentre vraiment que sur les choses qui me plaisent. Chercher les biens, les visiter, réfléchir, optimiser tout ça. Et là, ouais, je sais pas, je suis vraiment dans une phase où tout se passe bien. Mais encore une fois, c'est pas de la chance. Il a peut-être fallu 2 ans avant de trouver un certain équilibre, parce que avant, j'étais trop dans le travail. Puis j'ai dit, OK, j'arrête l'immobilier, je vais me concentrer à ma vie privée. Et puis j'ai dit, je suis quand même un peu triste. Donc il y a vraiment un certain équilibre à trouver. Ça, pour ma part, je crois que ça a pris 1 année et demie, 2 ans pour arriver. Là, je suis très bien autour de moi. Les gens sont contents que je fasse de l'immobilier. On me ressort pas tous les soirs. Ouais, t'étais pas à la maison. Non, je suis à la maison quasiment tous les soirs au restaurant. Enfin, en tout cas, je suis dans des activités que je fais, mais qui sont pas forcément liées à l'immobilier. Je suis entouré de plein de gens extraordinaires, mais je les ai tous choisis. Il y a aucune personne qui est arrivée qui m'a été imposée. Et non, ça se passe vraiment bien. Et alors, cette année, je me suis fait un challenge, c'est de ne pas m'en mettre. Alors, en tant qu'entrepreneur, crois-moi, c'est très difficile. Ouais, est-ce que tu vas y parvenir? Ouais. C'est vraiment difficile de dire, allez, cette année-ci, on se met pas un challenge de nombre d'unités, on se met pas un challenge de chiffre d'affaires, on se met pas un challenge d'avoir des plus beaux abdos ou d'en avoir tout court d'ici l'été. Là, je me laisse vivre. Et si je dois prendre 5 kilos, je m'en fous. Je prendrai ces 5 kilos. Si je dois avoir 10 unités de moins que l'année passée, je m'en fous. J'aurai 10 unités de moins. Et c'est confortable. Tu es apaisé. Là, je suis bien. Ouais. Mille merci à toi, Laurent, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé pendant 1 heure cette leçon de vie entrepreneuriale qui est incroyable. Franchement, tu as un parcours qui est extraordinaire et je suis sûr que beaucoup de gens vont se retrouver dedans. Et c'est pour ça qu'on fait aussi le milkshake, qu'on va le partager à Max. J'espère que tu le partageras aussi. Avec grand plaisir. Et puis, on se reverra peut-être dans quelques années et on verra le parcours que tu auras encore que tu auras réalisé. On viendra peut-être te voir en Afrique, du coup. Avec grand plaisir. Ou ailleurs, en Asie ou quoi. Ou ailleurs en Asie. On fera un petit tour du monde. Là. Si tu restes vivre en Belgique aussi, peut-être que tu auras envie. Je pense que je resterai attaché à la Belgique, mais là, pour l'instant, je voyage plus ou moins 1 semaine par mois. Peut-être que plus tard, je voyagerai 6 à 7 mois par an. C'est une belle, merci à toi pour un bel l'invitation. objectif. Je t'en prie, merci à toi, Laurent.